La falaise de Bandiagara, un site grandiose surgit comme par erreur en plein cœur du désert malien. La pique n'impressionne guère les hommes du cru. Depuis toujours, ils l'escaladent pieds nus à la force du poignet. Nous sommes au cœur du pays d'Ogon. Bodolam et ses amis viennent ici 2 fois par an, dans cette grotte naturelle perchée dans la falaise. Ils récoltent dans un sac en peau une bien surprenante moisson. C'est très difficile de monter là-haut et d'aller ramasser ce que nous venons chercher. Mais quand on y arrive, on a un véritable trésor entre les mains. Un trésor qui va rendre heureux sa femme, ses enfants. C'est un vrai cadeau du ciel, une grâce de Dieu. Vous pouvez me montrer votre sac et savoir ce qu'il y a dedans? Vous voulez savoir ce que j'ai dans mon sac? Regardez. C'est tout simplement du fumier. Regardez dedans. C'est du fumier de pigeon. Pour moi, c'est un peu comme si j'avais trouvé de l'or. Ça représente beaucoup d'argent, vous savez, c'est un vrai trésor. Pour vous, ce n'est que de la terre, mais pour moi, je vous assure que c'est un véritable trésor, une vraie fortune. Ce fumier, dans un champ, il peut faire des miracles. Avec ça, tout pousse. Aucune culture ne peut échouer avec cet engrais. La fiente de pigeon, le meilleur engrais naturel, parole de Dogon. Et sur une terre aussi belle, mais aussi aride que la falaise de Bandiagara, où l'eau, les arbres et l'humus sont rares, les paroles de Bodolam n'ont rien d'insignifiant. Bodolam vit avec sa famille dans le village d'Amani depuis toujours. Moi, je suis Dogon. Je suis un vrai Dogon. Je suis né de mère et de père Dogon. C'est ce qu'ils m'ont transmis, de génération en génération. Et je suis très fier de l'être. J'ai en tout 8 enfants. La deuxième fille, c'est celle-là. Elle s'appelle Yawom. La vie, là, c'est ma maman. Soyez les bienvenus parmi nous, soyez bénis. Ça aussi, c'est mon enfant. Il s'appelle Amatigé. Il a quel âge? Il a à peu près 9 ans. Vous savez pas exactement l'âge qu'il a? Oui, bon, j'ai oublié aussi, non, ça se trouve dans mon cahier, mais j'ai oublié. Plus de 600 000 Dogons vivent dans le centre-est du Mali, sur un territoire de 145 000 km², l'équivalent du quart de la France. Chaque village a son propre style architectural, mais tous sont construits en terre, en pierre et en chaume. Une technique ancestrale toujours utilisée de nos jours. Je suis en train de construire un grenier. C'est difficile, c'est long, c'est fatigant. J'ai encore besoin de 25 jours pour le terminer. Aujourd'hui, Mamadou construit son 3e grenier, destiné à sa 2e épouse. Ici, en pays d'Ogon, le grenier est la pièce la plus importante de la maison. Chaque grenier est nominatif. C'est un peu comme un coffre-fort, un petit jardin secret que personne n'aurait l'idée de profaner. Dans toutes les familles, l'homme et la femme ont chacun leur grenier. L'homme met ses affaires personnelles dans son grenier et la femme n'y met jamais les pieds. Et c'est pareil pour la femme. Elle met toutes ses affaires à elle dans son grenier et son mari n'a pas le droit d'y aller. Alors, quand il faut aller chercher des épis de mil pour le repas, on appelle son propriétaire ou, à défaut, un de ses enfants du même sexe. Au pays d'Ogon, le mil constitue la nourriture de base. On en mange matin, midi et soir, préparé en galettes, en pâté ou en crème. Le niveau de vie ne permet pas d'extra. Rares sont les repas où l'on sert de la viande, des légumes et des fruits.
Est-ce qu'il arrive que des gens n'aient pas assez à manger? Ça arrive, malheureusement ça arrive. La culture du mil ne réussit pas toujours et il arrive qu'on manque de nourriture. Cette année, les récoltes de mil n'ont pas été très bonnes. L'année dernière non plus. Et il y a 2 ans également. La moisson a été très mauvaise. Depuis quelques années, la culture de l'oignon a fait son apparition. Elle est même devenue une spécialité de la région. C'est pas trop fatigant ce que vous faites? Oui, c'est fatigant, oui. Oui, on les pile et puis on les met en boulettes. C'est tout. Après ça, on les fait sécher dans 6 ou bien 7 jours. Si c'est séché, on les ramasse, on les met dans les sacs. Après ça, on les envoie à Bongo pour vendre. Un luxuriant jardin surgit de terre à la force du poignet. Car dans ce pays, l'eau est rare, mais la terre aussi. C'est dans des calebasses comme celle-ci que la terre fut ramassée beaucoup plus loin et portée sur la tête jusqu'ici pour recouvrir la roche sur 20 cm de profondeur. Un travail de titan, réalisé dans les années 50 sous l'impulsion du français Marcel Griol. C'est grâce à M. Griol. Il a fait un pont là-bas. C'est grâce à son barrage que nous avons pu faire ça. La population le remercie très bien. Marcel Griol, l'étranger le plus célèbre de la région, chef de file d'une longue lignée d'ethnologues qui, comme Anne Doquet, depuis se sont succédés. Ça va. Là, on arrive à l'endroit où les Dogons en 1956, ont enterré le mannequin qu'ils avaient érigé à l'effigie de Marcel Griol, qui est donc l'ethnologue qui a découvert et mis en valeur leur culture. Envoyé en 1931 par le Parlement français, soucieux de mieux connaître ses colonies, Marcel Griol consacrera le restant de sa vie aux Dogons. Je pense que Marcel Griol a eu un coup de cœur quand il est arrivé en pays Dogon. Il a eu une espèce de coup de foudre pour ce peuple, pour cet endroit, pour cette culture, pour les gens. Et qu'il avait besoin pour prouver ce qu'il espérait prouver, c'est-à-dire que les Noirs avaient un univers mental aussi riche que celui des Blancs, qu'il avait besoin d'une société. Il a choisi les Dogons, à mon avis, par coup de cœur, vraiment. Quand il mourra à Paris en 1956, ses frères de cœur lui offriront des funérailles symboliques. Le mannequin le représentant aura droit à tous les honneurs, y compris l'honneur suprême, celui d'être enterré au cœur d'une nécropole Dogon. Marcel Griol fut le porte-drapeau d'une communauté qu'il rendit célèbre, parfois jusqu'à la caricature. On a toujours voulu voir dans le Dogon des êtres qui n'avaient pas bougé, qui n'avaient pas une société qui n'aurait pas évolué, une société qui serait restée complètement coupée du reste du monde. Et c'est encore cette image que les touristes viennent chercher très souvent, même si l'ethnologie aujourd'hui essaie de les envisager autrement. Les touristes, la plupart du temps, viennent voir des primitifs encore vivants. Et marcher sur les traces de Marcel Griol. Chaque année, ils sont plus de 10 000, dont la moitié viennent de France, à visiter le pays Dogon. C'est à pied pendant 4 jours que Jacqueline, Marie-Hélène, Éric et André ont souhaité le découvrir. Donc là, vous voyez le bout de la falaise par où les Dogons sont arrivés en fuyant l'islam. Ils sont arrivés vers le XIVe siècle, où ils s'étaient installés. Et là, ils sont arrivés en longeant la falaise jusqu'ici, au village de Tireli, qui est aussi un village très ancien. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour la sortie des masques. Généralement, c'est à la levée du deuil que les masques sortent. Et c'est à cette occasion qu'on a l'occasion de voir cette danse. Mais depuis un certain temps, la danse des masques n'accompagne plus seulement les cérémonies mortuaires. Avec le développement touristique, elle se pratique de plus en plus comme un art à part entière, pour le plus grand plaisir des connaisseurs. Pour les Dogons, un masque qui ne danse pas n'est pas un masque.
représente le monde tel qu'il l'imagine, en mouvement, avec ses acteurs, ses animaux, ses objets et sa symbolique. Ça nous a plu et ému en même temps. C'est très émouvant, très émouvant. Qu'est-ce qui vous a ému? Je sais pas, j'ai l'impression de revenir à des sources profondes, à quelque chose de très primitif. On peut imaginer qu'au début de notre ère, c'était peut-être comme ça, je ne sais pas. On a un peu l'impression de voler quelque chose et puis de ne pas être à notre place. On voudrait se faire minuscule et on ne peut pas. On est très voyants. Et voyeurs aussi? Un peu peut-être, oui, un peu aussi. On est là avec nos appareils photo. Bon, mais comment faire? Comment faire pour trouver le juste milieu? On est un peu mal à l'aise, c'est vrai. Le pays Dogon est à la mode. Les touristes y viennent de plus en plus nombreux, sans toujours réaliser qu'ils participent activement à de profondes modifications de la société, étudiées par Anne Doquet. Quel est d'après vous l'apport des touristes alors à la culture Dogon? L'apport des touristes, oui, on va dire aïe aïe aïe, on va dire aïe aïe aïe. C'est évident qu'il y a certains villages où les traces du tourisme sont très voyantes et pas dans le sens positif. Mais je pense que petit à petit, le tourisme, il y a ce premier boom quoi, où il y a une espèce de confrontation, où il n'y a pas de contact en plus. Et puis petit à petit, les populations réfléchissent, il y a des acteurs locaux qui réfléchissent à comment mieux vivre le tourisme, de vivre avec les touristes, vivre avec. D'arriver ici, c'est un aboutissement à un voyage. Et donc on a ça dans notre tête, on attend cet instant. Ouais. Et que si on dénature, on vient, comme disait Eric tout à l'heure, voiture climatisée, en 2 heures on est là, non, c'est pas possible, on peut pas le ressentir, on n'a plus de sensibilité. Je suis désolé. C'est l'aspect qui disparaît, je pense. Je pense que la notion de respect est très importante pour apprécier ce genre de spectacle. Je suis pas sûr qu'on l'apprécie en tourisme de masse. Un tourisme qui n'est pourtant pas à condamner selon l'ethnologue quand de vrais échanges existent. Une culture isolée, c'est une culture qui meurt. C'est par les échanges que la culture se dynamise, c'est parce que les autres la regardent qu'elle s'exprime. C'est beaucoup par les regards mutuels que les cultures se font. Et je pense que le tourisme peut contribuer à ces mouvements, à ces changements culturels. Pas qu'en termes d'acculturation, c'est pas perdre sa culture que de prendre en compte la venue des autres et les échanges avec les autres. C'est évoluer dans son temps. On est en 2002, les Dogons évoluent dans le monde de 2002. Et le tourisme est aussi un facteur de progrès. 35% des enfants Dogons sont scolarisés dans des écoles bâties grâce à de généreux touristes donateurs. 10% de plus que dans le reste du pays. Encore un petit peu. C'est bon. Mais au-delà de la générosité, lorsque les visiteurs se révèlent réellement intéressés par les hommes et leur histoire, parfois un tout autre échange s'instaure. Oui, maintenant, après la boisson, on peut aller chez le Hobo. Et alors, d'autres portes plus discrètes finissent par s'entrouvrir. On est à l'aise avec des gens comme ça. On a envie de les faire connaître qui on est et en retour savoir qui ils sont. Et c'est très intéressant pour nous. Et dans ces cas-là, est-ce que vous leur ouvrez des portes que vous n'ouvrez pas à d'autres personnes? Effectivement, parce que désormais, il n'y a plus cette notion de rendre service pour être payé. C'est plutôt des ordres qu'on reçoit et qu'on a envie de faire connaître chez soi. Donc on va au-delà de cette visite touristique. On les amène en profondeur vers les dignitaires, vers les chefs traditionnels, notamment le Hogon par exemple. Dans la société Dogon, le Hogon c'est un petit peu le chef suprême, celui qui a l'autorité suprême, disons, et la place la plus importante en matière religieuse. Et politique autrefois, mais plus religieuse aujourd'hui.
Donc c'est l'intermédiaire le plus important entre Dieu et les autres hommes, on va dire. Dans le village d'Amani, le Ogon est le plus vieux du village. Personne ne connaît exactement son âge. D'après la rumeur, il aurait plus d'1 siècle. Soyez les bienvenus. Vous savez, nous sommes tous nés du même père et de la même mère. Et il est important que nous suivions tous la tradition. Être Ogon, ça veut dire ne plus toucher à sa femme, ça veut dire ne pas se laver, puisque c'est un serpent qui est censé laver l'Ogon toutes les nuits. Ça veut dire ne pas serrer la main de toutes les personnes originaires du village. Ça veut dire ne sortir de son enclos que pour des causes religieuses, des cérémonies, des sacrifices. Ça veut dire ne plus vivre comme un homme d'Ogon, disons. Donc c'est pas facile. Mais êtes-vous satisfait de votre fonction de Ogon? Que ça me plaise ou pas, je suis obligé de suivre la voie tracée par mes parents. Et mes grands-parents aussi. Et nous ne devons en aucun cas nous écarter de la tradition. L'intérêt collectif, c'est plus important que mon bonheur personnel. Je n'ai absolument pas refusé de devenir Ogon, mais c'est pas facile à vivre. Moi, ça m'est arrivé 2 fois au moins de rencontrer des Ogons qui se plaignaient de leur sort, qui me disaient que c'était vraiment dur, qui regrettaient leur vie d'avant d'être Ogon. C'est pas oublié. Le pays d'Ogon est tiraillé entre tradition et modernité. Depuis 3 ans, Ali assume une lourde responsabilité, celle de maire pour les 56 communes de la région. Une nouvelle fonction créée en 1999 par l'État malien pour remplacer l'ancien chef de district qui ne se déplaçait jamais dans les villages. Ali, lui, passe ses journées sur le terrain à régler les problèmes de ses concitoyens. Souvent, on va à moto, mais arriver dans les villages, c'est en hauteur, donc c'est très difficile de monter. Et que c'est pas du tout facile. Vous avez de bonnes chaussures? Bon, la chaussure, ça, même on peut marcher à pieds nus, parce que c'est dans nos habitudes. On est né ici, grandi ici. Vous voyez les enfants qui n'ont pas de chaussures sur les pieds. Donc ça, c'est notre habitude, c'est pas nouveau. Nous sommes dans le village de Toyogu, agité par un conflit opposant le Ogon local et le chef de village. Donc le puits, c'est ça, quoi. L'objet du litige, ce puits creusé par une ONG chinoise sans l'autorisation du Ogon. C'est ici, à partir de là-bas. Il dit de là où il y a les jeunes là, voilà. De là vers là c'est interdit, on ne peut pas faire au travail. Voilà. Donc, quand ils vont faire... Or l'endroit est sacré et d'après le Ogon, personne n'a le droit d'y toucher. Voilà. Résultat, les travaux lancés avec l'autorisation du chef du village sont aujourd'hui arrêtés et le puits est pour l'instant inutile. Pour sortir de l'impasse, Ali invite les habitants du village à se réunir dans la Casa Palabre. Ça représente le palais de justice en pays d'Ogon. C'est là les charges, quand quelqu'un fait des fautes, on l'appelle ici, donc on le fait, on l'interroge. Bon, souvent, les jeunes qui ont les tempéraments, ils s'énervent et ils se lèvent. Tout sur comme le toit est en bas, la somme. Il s'assoit maintenant, il trouve son esprit et il se calme. Qui est-ce qui a inventé ce système? Bon, ça c'est les vieux sages qui ont inventé ça, parce que pour ne pas être agressé par les enfants. La case est trop exiguë pour accueillir tous les hommes du village et la réunion va avoir lieu ici, sous un arbre centenaire. Au pays d'Ogon, les femmes ne participent pas aux décisions du village. Seuls les hommes ont droit à la parole. L'assemblée est divisée en 2 clans rivaux. D'un côté, le clan du jeune chef du village, qui explique ses motivations. De l'autre, celui du Ogon, qui fait part de sa désapprobation. Si on est là, c'est pour le développement du village. Et c'est pas pour aller soutenir X ou Y. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que le Ogon et le chef de village se donnent la main et travaillent ensemble. C'est même pas compliqué.
La discussion s'anime rapidement et Ali n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu pour délier les langues. Parce qu'ils ne voulaient pas parler, moi je sais comment les agresser, quoi. Moi je connais ma population, s'ils ne parlent pas, moi je les pénètre. Et surtout, sortir le grand jeu de séduction. Sourire, complicité, étonnement, écoute, tout l'arsenal du parfait politicien y passe. Les vieux déjà, je les prends pour des grands-pères, donc je les taquine, je les provoque. Les jeunes maintenant, je fais tous les jeunes comme mes amis. Et bon, toujours, bon, j'arrive à m'en sortir avec eux. Bon, vraiment, et ça marche. Après 2 heures de palabres, un compromis proposé par le maire est accepté à l'unanimité par l'Assemblée. Le puits sera déplacé de 100 mètres, de quoi satisfaire à la fois le Hogon et le chef du village. Dans la gestion quotidienne des histoires de Clochemerle, Ali est devenu un spécialiste. Pour prendre la bonne décision au bon moment, il utilise tous les recours et tous les conseils, même ceux des devins. On peut dire que c'est le journal des choses de Gombe. Chaque matin, on passe par là pour essayer de se renseigner au moins l'avenir. Ici, pas de cartes ni de boules de cristal. On interroge l'avenir, à même le sol, en traçant chaque soir sur le sable des symboles décorés de bâtonnets et de cacahuètes. Cette table des divinations a un nom, le renard pâle, tout comme l'animal qui est censé la parcourir chaque nuit et apporter les réponses aux questions posées. Avant, le renard venait directement chez les gens pour leur prédire l'avenir. Mais un jour, une femme a demandé à son mari de tuer le renard pour avoir à manger. Après réflexion, le mari finalement accepta. Et quand le renard revint le soir, eh bien l'homme tenta de le tuer. Il le rata et il se coupa le pied. Alors le renard, en s'éloignant, lui dit « C'est bien fait pour toi, dorénavant, si vous voulez connaître l'avenir, eh bien vous devrez vous déplacer en brousse. » Et c'est comme cela que la table des divinations est née. Ali se remet doucement d'une maladie et demeure inquiet à l'idée d'être victime d'un sort. Il attendra le lendemain matin pour être rassuré, car dans la région, le renard, grand amateur de cacahuètes, ne sort que la nuit. Le lendemain matin, Ali sera le premier à venir écouter l'oracle et l'interprétation des traces laissées durant la nuit par le renard. Bon, ça, c'est pour le problème de santé d'Ali, là. Le renard est passé là, et puis là aussi. Si tu fais des sacrifices du côté paternel et maternel, tu sais, tu seras complètement guéri. Et tu dois prendre les médicaments qu'on te conseille. Mais tout va bien, tout va bien. Pour d'autres, en revanche, venus la veille poser des questions aux devins, la journée s'annonce rude. Le renard, il est passé ici. Ici et ici. Et là aussi. Ça veut dire qu'il y aura des décès. Ça, c'est son linceul qui est couché ici. La mort est en train d'arriver, ses jours sont comptés, il n'y a pas de médicaments pour le guérir. Mais il va mourir d'une maladie naturelle, il n'a pas été ensorcelé. Décidément, aujourd'hui, la mort est partout. Mais elle doit faire son chemin et on est bien obligé de vivre avec ça, hein. Et les gens sont prêts à prendre les nouvelles de manière aussi directe? Oui, c'est ce qu'ils préfèrent. Moi, c'est ce que je préfère. Même si je vais mourir, non, à me dire directement. Si je meurs, je meurs. Si je ne meurs pas, c'est l'essentiel. On n'a pas besoin de dévier. Ils le disent directement. Mais avec... Le renard dit toujours la vérité, même si nous, on ne la dit pas toujours. En interprétant, il peut vous mentir, mais les renards ne mentent pas. La mort frappe ici plus qu'ailleurs. Le taux de mortalité est l'un des plus élevés au monde. Son accompagnement est également l'un des plus spectaculaires.
Au village de Toyogu, on célèbre aujourd'hui un dama, dernier hommage rendu aux morts avant qu'ils ne partent dans le monde des ancêtres. C'est traditionnellement à cette occasion que les masques sortent et dansent. Ce sont ces masques qui doivent charmer l'âme du défunt pour l'amener avec eux dans le monde des ancêtres, dans l'autre monde. Donc il faut absolument que ça soit beau, il faut absolument que ça soit séduisant pour que l'esprit de l'être décédé qui n'a pas envie qui a du mal à s'arracher à la vie terrestre, qui n'a pas vraiment envie de quitter la terre, il faut qu'il soit suffisamment charmé par ces masques pour partir avec eux dans l'autre monde, dans l'au-delà. Un départ spectaculaire, volontairement organisé pour attirer tous les regards. Ce que les touristes ne voient jamais en revanche, et que nous avons réussi à filmer de loin et avec difficulté, ce sont les funérailles. Lors d'un décès, le corps doit être enterré dans les 24 heures. Ce n'est qu'ensuite que les vraies cérémonies débutent pour s'étaler sur des années. La mort pour les Dogons, c'est le passage dans un autre monde qui est le monde des ancêtres, sachant que ce monde des ancêtres et le monde terrestre sont unis, sont liés, marchent en interaction, et que donc un défunt qui devient ancêtre aura quitté la terre physiquement, définitivement, mais restera toujours, protégera toujours, aura toujours de l'influence sur les êtres restés sur terre. Ce jour-là, Aminata fait son dernier voyage. Son corps reposera au cœur d'une des grottes sacrées de la falaise. C'est la tradition depuis le XVe siècle et certaines grottes comptent plusieurs milliers de linceuls. Aminata va retrouver ses ancêtres, tous ceux qui ont vécu sur cette terre et qui continuent à leur manière d'habiter le pays Dogon.